Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui correspond à la 7e semaine du confinement. Bon, même si aujourd'hui, 11 mai, nous sommes déconfinés, entre guillemets, mais vous savez très bien que pour l'instant, les lycées ne peuvent pas envisager d'ouvrir ces portes. On ne sait pas encore non plus pour le mois de juin. Apparemment, le gouvernement fera un bilan à la fin de ces 3 semaines fin mai et il pourra éventuellement envisager de réouvrir pour les lycées début juin. Jusqu'à ce moment-là, nous allons continuer et finir notre programme d'histoire. Nous allons voir et commencer notre dernier bloc, le thème 4, le dernier bloc, qui sera fait de 2 chapitres. Ce thème 4 s'intitule Dynamique et rupture dans les sociétés du XVIIe et XVIIIe siècle. Et le chapitre que nous allons commencer aujourd'hui s'intitule Les Lumières et le développement des sciences. Ce dernier thème nous amènera à finir notre programme. Je continue encore à vous laisser les chapitres 5 et 6 pour pouvoir faire l'examen écrit au retour, peut-être au mois de juin. En tout cas, si à la fin, l'État ne peut pas ouvrir les portes, ne laisse pas ouvrir les portes du lycée, je vous enverrai l'examen pour faire et pour rédiger à travers Google Forms. Je vous annonce maintenant aussi que nous réaliserons notre examen de vocabulaire à travers Google Forms, comme on a fait déjà, du chapitre 7 et du chapitre 8. Prochainement, on va finir ce chapitre 7 et quand on commencera le chapitre 8, quand on verra le vocabulaire, je vous donnerai la date pour faire l'examen Google Forms, c'est comme notre examen Plickers. Commençons. Chapitre 7, les lumières et le développement des sciences. Comment les ors de l'esprit scientifique participent-ils au mouvement des lumières et à la diffusion des savoirs? Comme nous avons vu jusqu'à maintenant, l'Europe vient de vivre une révolution au niveau de la pensée politique. L'Angleterre de Locke va donner son influence à l'Amérique de Washington et ensuite tout le reste de puissances, d'empires, des royaumes vont être touchés par cette nouvelle dynamique de pensée. Mais cette révolution politique, de la façon de gérer et de se gérer entre nous les humains, ce ne sera pas seulement au niveau politique, même si je me répète, puisque, comme vous allez voir ici, aussi la pensée scientifique sera touchée, il y aura une influence de cette nouvelle façon de voir le monde et de bouger les limites, les frontières de la pensée humaine et de rapports qui existent entre l'homme et, surtout au niveau scientifique, l'homme et la religion. Si au niveau politique, nous avons vu comment les frontières ont bougé entre la relation de l'homme et son roi, là nous allons voir la relation et comment ça a bougé, les frontières entre l'homme et son Dieu. Cette époque de lumière scientifique sera un mouvement qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle et s'étend tout le long du XVIIIe siècle. Les Européens développent de nouvelles manières d'accéder à la connaissance. Ce nouvel esprit scientifique fondé sur l'expérimentation et la remise en cause des vérités jusqu'alors établies. Les progrès accomplis au XVIIe et au XVIIIe siècle jettent le fondement de la révolution industrielle. Amorcée au XVIIIe siècle, elle va marquer le XIXe. Nous ne pouvons pas comprendre toutes ces révolutions
de façon séparée. Toutes les révolutions vont avoir une relation. Et cet impact sera majeur pour comprendre le 19e siècle de notre humanité. Comme d'habitude, je vous donne les références, la base de cours que nous allons voir sur ce chapitre. Vous le trouverez dans la page 242-243, intitulée Les Lumières et le développement des sciences. Là, avec le point A, la révolution scientifique du XVIIIe siècle, et le point B, la diffusion de l'esprit scientifique au XVIIIe siècle. Vous trouverez la base de notre chapitre. Voici le vocabulaire que nous allons travailler. Une académie. Qu'est-ce que c'est la gravitation universelle? Une révolution scientifique. Une révolution industrielle. La raison. La République des sciences. Le libéralisme. Le géocentrisme. L'héliocentrisme et les physiocrates. Notre première séance, l'émergence d'un nouvel esprit scientifique, fait référence à une révolution scientifique. Ce concept est créé dans les années 1930 pour caractériser la période de l'histoire européenne allant de Copernic, 1543, à Newton, 1687. Cette période incarne un renversement radical d'où la science moderne a émergé. Par contre, ce concept de révolution scientifique est parfois critiqué car il valorise le rôle des génies et minimise celui joué par l'accumulation de petites inventions. Il est vrai que dans cette histoire majeure seront ces grands personnages, Copernic, Galilée, Newton, Watt, que nous allons voir et travailler, qui seront remarquables. Mais ces avancées ne seront pas seulement la conséquence de ces génies, puisque derrière, nous trouverons et nous verrons comment ça sera utilisé et défendu par des centaines de milliers de personnes qui feront que cette réalité arrivera enfin à être acceptée. Mais le chemin ne sera pas facile. Au XVIIe siècle, on constate un véritable essor de l'esprit scientifique. La méthode expérimentale est théorisée et validée par plusieurs scientifiques. L'héliocentrisme est prouvé par Galilée. De nombreuses avancées ont lieu auxquelles les femmes participent. Vous voyez ici les frises chronologiques où je vous montre les avancées les plus remarquables. Comme je vous avais dit, de 1543, où Copernic publie des révolutions des sphères célestes, jusqu'à Lavoisier qui propose sa nomenclature chimique, 1687. Mais qu'est-ce que c'est la méthode expérimentale? Au XVIIe siècle, la méthode expérimentale est mise en place et validée par plusieurs scientifiques. Celle-ci est une démarche qui consiste à considérer une théorie comme vraie après sa validation par l'expérience. Cette démarche est au cœur de la révolution scientifique qui a eu lieu au XVIIe siècle. En 1637, le philosophe français René Descartes publie son discours de la méthode dans lequel il pose les fondements théoriques de la démarche scientifique. Tout doit toujours être questionné et rien ne doit être considéré comme évident. Le doute devient un principe philosophique et scientifique. Galilée, comme lui, considère que pour
assurer le fondement du savoir scientifique, il faut prouver par expérience et observation. C'est ce qu'il fait avec sa lunette astronomique. Vous voyez bien comme déjà, avec cette idée de tout questionner et rien est acquis et rien est évident, on commence à bouger la première grande frontière entre l'homme et la religion. Si les livres sacrés disent une chose, les personnes qui croient, qui suivent, doivent l'accepter sans les questionner. Or, ces principes de révolution scientifique demandent à tout le monde, aux scientifiques et après à tout le monde, de se poser les questions et de rien laisser comme un acquis. Un des cas peut-être le plus flagrant au niveau de cette lutte et cette nouvelle position de la science vis-à-vis de l'establishment créé par la religion, ce sera le cas de Galilée et son système héliocentrique. Né à Pise, il étudie la philosophie et les mathématiques. Professeur à Padoue, il fait de nombreuses découvertes en physique, en optique, en astronomie, en se fondant sur l'observation. En 1609, il invente la première lunette astronomique et s'en sert pour observer les planètes. Il découvre le satellite de Jupiter et l'anneau de Saturne. Ces observations le rallient à la théorie héliocentrique de Copernic en 1610. En 1632, son livre sur l'héliocentrisme Dialogue sur les deux grands systèmes du monde est censuré par l'Église. En 1633, Galilée est jugé par l'Église, condamné pour hérésie. Il abjure ses erreurs et est assigné à la résidence chez lui et meurt en 1642. La papauté ne lèvera l'interdiction de publier des ouvrages reconnaissant l'héliocentrisme qu'en 1557, c'est-à-dire 114 ans après sa mort. Mais qu'est-ce que c'est l'héliocentrisme et le géocentrisme? L'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée que le Soleil est au centre du système solaire, est validée par Galilée au XVIIe siècle. Au XVIe siècle, le savant polonais Nicolas Copernic publie Des révolutions des sphères célestes, 1643. Il émet l'hypothèse que la Terre est une planète qui tourne autour du Soleil, en remettant en cause les géocentrismes, c'est-à-dire l'idée que la Terre est une centre de l'univers. Cela ébranle la société de son temps. Au début du XVIIe siècle, le savant italien Galilée prouve par l'observation la théorie de Copernic. Sera dans son livre Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, en 1632, qu'il fera cette avancée fondamentale dans l'histoire des sciences. Imaginez par un moment que la Terre, créée par Dieu, au centre de l'univers, l'objet le plus important, création de l'être le plus important du monde, ne devient qu'une autre planète parmi les autres qui tourne autour du Soleil. Ces changements majeurs, un siècle avant réellement que cette révolution scientifique soit étayée, fera que Galilée aura énormément de problèmes. Le géocentrisme, c'est une idée qui vient déjà de Ptolémée et qui sera reprise par la religion catholique. Et cet héliocentrisme
D'abord, Copernic est prouvé par Galilée à travers l'observation. Comme on vient de voir que le système scientifique, il fallait donner une théorie après à travers l'observation, avérer ou pas cette théorie. Lui, à travers ses avancées techniques et l'observation de Jupiter et Saturne, pourra établir que celle-ci, c'était en fait une réalité. Maintenant, nous allons travailler le document 5 de la page 231. Et à travers la lecture et le travail de ce document, je voudrais que vous puissiez me répondre à ces deux questions. Quelle difficulté, la première, c'est à quelle difficulté Galilée est-il confronté pour faire admettre l'héliocentrisme? Et la deuxième question, il faut expliquer la phrase « Ils s'en sont venus à prétendre des démonstrations nécessaires ». Je vous montre les textes intitulé L'astronomie et la Bible. C'est une lettre de Galilée à Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane. J'ai découvert, il y a peu d'années, comme laissait votre Altesse Sérénissime, de nombreuses particularités dans les ciels, qui, juste ici, étaient invisibles. Mes adversaires cherchent, par tous les moyens possibles, à me déconsidérer. Ils savent que mes études m'ont conduit à affirmer que le Soleil, sans changer de place, demeure situé au centre de la révolution des orbes célestes et que la Terre tourne sur elle-même et se déplace autour du Soleil. Ils s'en sont venus à prétendre que mes propositions sont contraires aux Saintes Écritures et qu'en conséquence, elles sont condamnables et hérétiques. Il me semble que, dans les discussions concernant les problèmes naturels, on ne devrait pas commencer par invoquer l'autorité des passages des Écritures. Il faudrait d'abord faire appel à l'expérience des sens et à des démonstrations nécessaires. Comme Dieu nous a dotés de sens et d'intelligence, ceci signifie qu'il a voulu qu'usant de ces moyens, nous puissions connaître tout ce qu'il nous permet d'atteindre. Telle est précisément l'astronomie, donc nous ne trouvons dans l'Écriture qu'une si faible partie, qui ne sont même pas nommées les planètes, à l'exception du Soleil, la Lune et Vénus. Imaginez, d'abord, quelles sont les difficultés? Déjà, il écrit à une grande duchesse. Il essaye de gagner déjà la faveur de la noblesse parce qu'il savait que ses ennemis étaient en train de l'attaquer. Avec peut-être les tribunaux les plus dangereux de cette époque moderne, comme ce sera l'Inquisition, qu'on va voir par la suite. Si quelqu'un était condamné parce qu'il était un hérétique, il pourrait jouer sa vie. Dans cette lettre, et après dans ces paroles, nous ne sommes pas capables de voir que Galilée allait contre la religion. Tout simplement, il disait que l'homme qui avait une intelligence, il la développe, une intelligence donnée par Dieu. Il développe cette intelligence et qu'il est obligé en quelque sorte de prouver comment réellement le monde a été créé. Il va trouver donc cette difficulté. On le voit ici. Ses ennemis qui sont venus à prétendre que ses propositions sont contraires aux Saintes Écritures. La première, ses ennemis. Des fois, ses adversaires, aussi des mêmes scientifiques. Et après, cette grande opposition de l'Inquisition, la religion, les corps de ces juges que nous allons voir qui vont être contre la vie de Galilée. Et la deuxième, ils ne sont venus à prétendre des démonstrations nécessaires. Et nous
nous allons voir exactement où ils se trouvent. Ils en sont venus à prétendre que mes propositions sont contraires à la Sainte Écriture. Ils continuent, il me semble que la démonstration sont nécessaires. Quand on parle de démonstration, il est en train encore de faire référence à cette méthode scientifique. Ou si vraiment nous pensons que la Terre est au centre du système solaire, il faut le prouver. Lui, tout simplement, il dit qu'avec ces avancées technologiques, il arrive à prouver le contraire. Pour mieux comprendre de quelle façon Galilée sera confronté à ce tribunal de l'Inquisition, nous allons voir deux extraits du film de Jean-Daniel Verhaeghe, Galilée ou l'amour de Dieu. Ce film, vous pouvez le trouver déjà entier sur YouTube. Vous voyez ici l'adresse, je vous la laisserai sur École Directe. Aussi, vous trouverez les deux extraits sur OneDrive, notre espace où on partage des informations en histoire, où je vous avais partagé aussi toute la méthodologie d'histoire au début de l'année. Donc, dans ce même espace, vous trouverez les deux extraits que je vous donne de cette façon-là. Vous savez aussi l'adresse au cas où vous l'avez perdue ou vous ne savez pas exactement où vous la trouvez. Je vous montre notre OneDrive. Et ici sont déjà les deux extraits. Vous comprenez bien que par rapport au droit d'auteur, je ne peux pas diffuser l'extrait entier. Le premier fait 11 minutes et demie, 12 minutes, et le deuxième fait 10 minutes. Donc voilà, je ne peux pas diffuser entier, mais dans les premiers extraits, nous allons voir le jugement, et dans les deuxièmes extraits, nous allons voir les conclusions de ce jugement. Je vous laisse le temps de bien le voir, le comprendre, et je vous propose à ce moment-là deux questions par rapport au premier extrait. Si quelqu'un veut voir les films directement sur YouTube, c'est de minute 5-10 jusqu'à minute 16-35. Les deux premières questions sont: que reproche l'Inquisition à Galilée? Et quels arguments scientifiques Galilée présente-t-il à ses interrogateurs? Et le deuxième extrait, si quelqu'un veut le voir encore une fois à travers YouTube, de la minute 1h24 jusqu'à 1h34, le film il dure 1h34, 90 minutes. Ces deux questions: quelles sont les conclusions du tribunal qui contraint de faire Galilée pour éviter la torture? Vous devez regarder les extraits et répondre aux questions. Et comme travail à faire pour la semaine prochaine, montrer dans une courte synthèse pourquoi Galilée symbolise la rupture scientifique du XVIIe siècle. Ce travail à faire à la maison, je vous donnerai une proposition de correction la semaine prochaine. Vous devez le faire en suivant, en répondant les 4 questions de ces deux extraits du film. Et une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, vous devez montrer dans une courte synthèse pourquoi Galilée symbolise-t-il la rupture scientifique du XVIIe siècle. Les nouveaux fondements de la science, c'est notre deuxième point de cette première séance. À partir de la fin du XVe siècle, le contexte intellectuel est favorable à un renouvellement des savoirs scientifiques. Les savoirs hérités du Moyen Âge sont remis en cause. L'humanisme, du latin humanus,
instruit ou cultivé, c'est ça que veut dire, recherchent et traduisent les textes antiques, donc les ouvrages scientifiques. Vous voyez comme c'est une suite de ce déjà qu'il avait commencé à faire Erasme de Rotterdam. Bien que les humanistes soient stimulés par la relecture des savants antiques, ils réinterrogent et dépassent leurs travaux. Cette nouvelle vision des scientifiques antiques, avec les principes de la révolution scientifique, de tout mettre en cause et de pouvoir le prouver, va apporter une lumière et va vraiment révolutionner les connaissances jusqu'à aujourd'hui. Nous allons voir aussi des pratiques nouvelles. Une des plus importantes, c'est l'enseignement universitaire. Hérité du Moyen-Âge était pauvre en matière scientifique. Surtout les lettres et l'oratoire, c'était le plus important. En dehors de facultés de médecine, les élèves de l'Ancien Régime n'avaient guère de possibilités de poursuivre des études scientifiques. Dans la formation qui précédait l'entrée dans les 3 grandes facultés, médecine, droit et théologie, seules les 2 dernières années de philosophie intégraient quelques rudiments de sciences mathématiques, physiques ou naturelles. De ce fait, de nouvelles pratiques scientifiques apparaissent, donc l'expérimentation. Les phénomènes sont provoqués afin d'être étudiés et l'observation des résultats permet de confirmer ou infirmer l'hypothèse de départ. Nous allons voir comment ce changement aura une répercussion dans le type d'enseignement. Et comme vous voyez, l'enseignement scientifique n'avait pas beaucoup d'importance. Ce sera à travers l'implémentation de ces études scientifiques que quelques années plus tard, nous allons trouver des ingénieurs modernes qui vont être capables d'amener notre société à la révolution industrielle. Ces ingénieurs sont les résultats de la mise en place d'un nouvel système d'enseignement aux universités. Ces nouvelles façons, ces machines qui vont déjà être la source de la révolution industrielle, nous allons le voir dans notre prochaine séance, la séance numéro 2, que nous verrons la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Vous trouverez bien sûr la trace écrite sur École Directe, aussi par rapport à l'exercice à faire pour la semaine prochaine, que je vous donnerai cette proposition de correction au début de notre prochaine vidéo. Merci beaucoup à tout le monde, passez une bonne semaine, on se retrouvera la semaine prochaine. Au revoir.